L'art du beatmaking, saison 2, épisode 3. Produire dans le vide, quand le beatmaking a oublié pourquoi on compose. Bienvenue dans l'art du beatmaking. Ici, on ne parle pas de plugin miracle. On ne parle pas de recettes rapides. On ne parle pas de méthode pour produire plus vite ou publier plus souvent. Ici, on va parler de composition et de langage musical et de ce que signifie réellement créer une musique qui tient debout dans le temps. Cette deuxième saison est consacrée à une chose simple et pourtant largement évitée par mes compères. Détruire les mythes confortables qui empêchent les créateurs de progresser et remettre de la structure là où il n'y a plus que du flux. Aujourd'hui, on va parler d'un problème central du beatmaking moderne. Un problème artistique, mais aussi émotionnel et même économique. Un problème qui explique à la fois l'épuisement créatif généralisé et la dévalorisation du métier. Car en plus d'être un art, le beatmaking est devenu un métier important dans la production musicale. Ce problème, c'est la production sans cadre. Produire avant de savoir, produire avant de comprendre, produire avant même de savoir pourquoi on produit. Alors, il existe une croyance qui est profondément ancrée dans le beatmaking contemporain. L'idée qu'il faudrait produire beaucoup pour produire bien. Sortir plein de morceaux, remplir sa chaîne YouTube, remplir des dossiers, alimenter les plateformes, être visible en permanence. Cette logique est présentée comme une évidence. Je vous le dis, elle ne l'est pas. Encore une fois, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave, elle ne l'est pas. Dans aucun autre domaine créatif sérieux, on ne commence par produire en masse avant de maîtriser son produit. Aucun, à part le beatmaking. On ne vend pas des objets avant de savoir s'ils remplissent leur fonction. On ne met pas sur le marché des prototypes instables en espérant que l'un d'eux finira par fonctionner. La musique n'est pas différente. Elle est simplement traitée comme si elle l'était. Produire sans destination claire, c'est écrire sans savoir à quoi l'écriture doit servir. C'est exactement ce que vous faites quand vous alimentez vos chaînes YouTube de plein de musique. Et une musique qui ne sait pas à quoi elle sert, elle ne peut pas être juste. Alors vous allez peut-être en vendre 1, 2, 3 par-ci par-là. Mais la musique n'est pas juste. On peut s'interroger sur le rôle réel du compositeur. Le rôle d'un compositeur n'a jamais été de produire des sons. Il a toujours été d'écrire des émotions en réponse à des thématiques précises. Une scène, un texte, une intention, un état à traduire. Sans thématique, il n'y a pas de direction artistique. Sans direction, il n'y a pas de critères. Et sans critères, il n'y a aucun moyen de savoir si une musique est terminée ou non. Le beatmaking moderne a largement abandonné cette logique. On compose pour soi. C'est bien de se faire plaisir. Mais alors pourquoi la mettre sur toutes les plateformes et les chaînes pour les vendre ? Pour l'algorithme, pour remplir un catalogue ? Non, autant la laisser sur son ordi si c'est pour soi-même. Mais si une musique n'est pas écrite pour quelque chose, comment être sûr qu'elle portera des paroles ? Comment être sûr qu'elle soutiendra une émotion ? Comment être sûr qu'elle trouvera un usage réel ? Mais même le public s'y trompe, et c'est ça le problème, et c'est pour ça qu'on est tous tombés dans le piège. La musique n'est même plus écrite pour un texte. Les musiques urbaines et le beatmaking font tout à l'envers. Le public suit, mais quand on y réfléchit réellement, ça marche sur la tête. N'a-t-on pas envie de proposer mieux ? Et puis il y a un épuisement créatif généralisé, c'est pas un mystère. On parle beaucoup de burn-out créatif, de fatigue, de perte d'inspiration, de page blanche. On en parle comme d'un phénomène psychologique, mais c'est pas le cas. L'épuisement créatif est presque toujours un symptôme structurel, c'est-à-dire qu'il apparaît quand on produit sans cadre, quand on répète des gestes sans consolidation, quand on brûle ses intuitions sans jamais les transformer en langage. Et je reprends le même langage d'épisode en épisode pour vous expliquer que produire dans le vide use l'oreille, produire sans intention use l'attention, produire sans retour structurant use le désir même de créer. C'est une boucle. C'est pas un manque d'inspiration, c'est un manque de sens, un manque de compréhension. Il y a une autre dérive. Et celle-là, elle est peut-être encore plus grave. Elle s'est installée comme une norme. La glorification de la vitesse. Alors je sais que tout le monde n'est pas adepte de ça. Mais toutes ces vidéos, cette mélodie, je l'ai fait en 5 minutes. Ce beat m'a pris un quart d'heure, 2 minutes. Je peux en sortir 10 par jour, etc. Autant de phrases qui tuent
l'intention, qui tue le geste, qui tue la musique et qui fait mal à notre beatmaking. Dans quel autre métier créatif se vante-t-on de travailler vite pour vendre moins cher ? Dans quel autre domaine confond-on vitesse d'exécution et valeur ? Mais aucun putain. Cette logique, c'est celle du taux horaire appliqué à un métier qui devrait jamais fonctionner ainsi. Si une mélodie est faite en 5 minutes, sur quoi repose sa valeur ? Sur le temps passé ? Sur la quantité produite ? Ou sur la répétition du copier-coller ? Mais alors qui, dites-moi qui, achèterait une émotion produite à la chaîne ? Qui paye pour quelque chose qui revendique lui-même son absence de profondeur ? C'est un modèle économique suicidaire. Et c'est ça la vraie raison pour laquelle beaucoup n'y arrivent pas. La plupart des prods sont excellentes. La France regorge d'excellents beatmakers, qui pourtant ne vivent pas de leur activité. Parce que le modèle économique est suicidaire. Ça n'a presque rien à voir avec la musique. Il pousse à vendre peu, à bas prix et en grande quantité. C'est le wish de la musique, en espérant que le volume compensera la perte de valeur. Il ne le fait jamais. C'est un métier à l'envers. Le beatmaking a inversé l'ordre naturel de toute création sérieuse. Je vous le dis, on devrait apprendre avant de produire. On devrait comprendre avant de vendre. On devrait maîtriser avant de multiplier. Le plus important pour un beatmaker, c'est pas de travailler ses rôles de hâte, mais de prendre des cours de vente. Mais aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. Et quand le modèle s'effondre, on accuse le marché, les plateformes, les artistes ou les algorithmes. Alors que le problème est plus profond. Un métier qui a perdu le respect de son propre geste finit toujours par se dévaluer lui-même. Alors, historiquement, la musique, elle a toujours été contextuelle. Même les œuvres qui se sont dites libres, elles répondaient souvent à une nécessité précise de dénoncer, de montrer ou d'exclure quelque chose. Le sur-mesure, c'est pas un luxe, c'est la condition minimale de la justesse. Composer, ce n'est pas produire des fichiers, c'est ajuster une écriture à une intention. Tant que le beatmaking refusera de revenir à cette évidence, il continuera de produire de la fatigue, de la frustration et une musique qui peine à trouver preneur. Sauf les maisons de disques, on en a quand même besoin, mais les places sont chères, avouez-le. Et ce n'est pas parce que vos prods ne sont pas assez bonnes. Regardez la vérité en face. Ce podcast, il n'est pas là pour encourager à produire plus. Il est là pour rappeler qu'il faut savoir quoi produire et pourquoi. La vraie question, elle n'est pas combien de morceaux as-tu sorti cette année, mais plutôt combien de morceaux étaient réellement nécessaires. Tant pis si cette parole dérange. Les métiers ne meurent pas de critiques, ils meurent de mythes qu'on refuse de déconstruire. Alors l'art du beatmaking, c'est un espace de transmission, pas un espace de motivation ou de recettes magiques. Si ces questions résonnent pour soi, tu trouveras sur Studio DMP Radio House des outils pour comprendre sérieusement, des packs complets, des ressources et un cadre pour construire un véritable langage musical. Plusieurs ouvrages sont également disponibles sur Amazon. L'essentiel de la théorie musicale, 99 plus une idée pour finir tes instrus, le beat builder comme carnet de notes et un e-book sur les textures orchestrales d'après les ouvrages de John McKay, un célèbre compositeur des États-Unis. Ici, on ne cherche pas à produire plus juste, on cherche à composer juste. Je suis Jonathan Marty Wagner, compositeur et formateur en MAO. À très bientôt pour le prochain épisode.